Hey, salut Laurence! Salut Francis, ça va bien? Ça va bien, merci. Puis toi? Bien entendu, n'est-ce pas? Bien entendu, parce qu'on fait un autre épisode des techniciens. Et voilà. C'est comme Puis le petit moment plaisant de la semaine. J'aime ça. Exact. C'est en plus, ça nous oblige à nous parler. Pas qu'il faudrait Ouais. nous forcer, là, mais dans ça arrive comme plus souvent, je trouve. Ouais, plus souvent, mais encore une fois, on s'est comme parlé 3-4 fois cette semaine, puis on a discuté de tout. On aurait pu se faire enregistrer toutes ces fois-là, Colin, parce qu'on est comme, ouais, on va parler de telle affaire. Ben oui, c'est telle affaire, qu'est-ce que tu sais là-dessus? Oui, c'est intéressant. Oui, non, c'est ça, on se fait un pré-podcast. On travaille en double, moi, je pense. On travaille vraiment en double. Probablement, oui. Ceci étant dit. Yeah. Donc, on regardait un peu, on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire comme différents épisodes, puis on se disait, qu'est-ce que ça nous tente aujourd'hui? Puis, on a tranché sur les étiquettes. Yes. Donc, je ne sais pas si ça dit quelque chose. À tout le monde, les étiquettes, c'est un concept peut-être large, là. Ouais, c'est l'affaire que tu regardes dans le coup de ton chandail pour savoir comment tu le laves, là. Exactement. Est-ce que c'est un jeu de mots, ça, Francis? Non, pas du tout. C'est correct d'abord. C'est un calembour. OK. Mais non, quand on parle d'étiquette en comportement animal, en fait, on parle de termes qui donnent l'impression de décrire quelque chose, de donner un nom à un phénomène, mais dans le fond, que c'est vide de sens. Oui, ou que c'est pour catégoriser, puis peut-être pas c'est peut-être pas la façon la plus efficace et critique de le faire. Puis, je pense aussi social humain, là, je pense le labeling, donner des labels, donner des étiquettes, c'est littéralement de là que ça vient. Là. Le terme étiquette, c'est vraiment de catégoriser, tu l'as bien dit, fait que justement de dire toi, tu es une personne de type, puis là, tu mets une étiquette, puis OK, là, ça veut tout dire. Alors que dans les faits, il y a plein de nuances. Ouais, c'est ça, tu ne peux pas sursimplifier les choses tant que ça. Tout à fait. Que ça soit pour les humains, que ce soit pour les animaux. Puis moi, ce que je remarque, puis la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça, c'est que comme un peu tous les autres sujets, il y a quelque chose qui est délétère pour les animaux dans cette habitude qu'on a. Moi, je trouve que le côté nuisible d'utiliser des étiquettes, de voir les gens utiliser des étiquettes, c'est que ça leur donne vraiment l'impression de comprendre leur animal, mais dans le fond, vraiment pas. Là. Ils ont comme effleuré la superficie de vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur tête ou dans leurs émotions, ou sont complètement à côté, comme tu viens de dire. Oui. Puis moi, j'ai l'impression qu'en plus de ça, parce que si c'était que ça, de juste mal comprendre qu'est-ce qui se passe, ce serait correct. Mais moi, je l'ai souvent vu utiliser plus dans des circonstances où est-ce que il y avait un problème, qu'on disait « Ah oui, mais c'est normal, il est X ». Donc, souvent, ce que je vois, c'est que la personne va s'exclure de la solution en disant « Oh oui, mais c'est parce que lui est comme ça ». Il est de même, je peux rien faire. C'est ça, exactement. Fait qu'on laisse un problème se perpétuer puis peut-être possiblement s'empirer aussi là, dans ces contextes-là. Donc, il y a peut-être un moyen de travailler contre notre intuition de mettre des étiquettes pour être capable après ça d'intervenir dans la situation qui en a besoin. Oui, tout à fait. Puis tu sais, à un certain point, l'étiquette, parfois, à la place de dire, de donner à la personne à s'exclure du problème, parfois, moi, je trouve qu'au contraire, ça dit, mettons, parce qu'il est comme ça, je dois utiliser telle technique. Fait que je dois lui montrer que il ne faut pas penser de même, puis ça justifie l'utilisation de certaines techniques, genre de violence, puis de grosses maladresses qui nuisent au fond à la relation ou même qui nuisent au problème de comportement. Là. Mais c'est comme une prémisse qui peut nous amener à ne pas intervenir ou à intervenir de façon non judicieuse. Oui, c'est le bon mot. C'est un problème. Fait que, c'est vraiment, effectivement, comme si on pensait que c'était la base. Donc, on met ça comme base, puis là, toutes les constatations qu'on fait par la suite vont venir, ils vont être teintés de cette étiquette-là qu'on a mis à la base. Donc, tu sais, pour cette raison, je pense qu'on devrait, puis c'est difficile, se retenir. Donc, les reconnaître, les étiquettes, puis être capable de se retenir, puis essayer de décrire de plus précisément qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que... Bref. Fait que là, on tourne autour du pot depuis tantôt, c'est-à-dire, c'est quoi ça, une étiquette? Des exemples concrets. Laurence, t'en as-tu à donner? On pourrait tousser dominant. Dominant. Soumis, dominant. Les étiquettes de hiérarchie classiques, là. Ça, là,
on les entend pour toutes les espèces. Les chats, lui est dominant, il mange avant les autres. Le chien, il est dominant parce qu'il passe devant moi par la porte, il sort avant moi par la porte ou parce qu'il monte sur le sofa. Les oiseaux, les perroquets. Percher le plus haut. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu même pour des espèces solitaires. Ouais, ben genre le chat, genre. Oui, mais c'est ça, tu sais, comme le lynx. Comme mais encore. Puis tu sais, même dominant, moi je le vois sur toutes les espèces, sociales ou pas, mais c'est quand même utilisé à tort, c'est quand même utilisé de la mauvaise manière. Oui, il y a des contextes puis des manières d'utiliser ce vocabulaire-là, dominant, soumis. En recherche, mettons. En recherche, puis ouais, c'est ça, il y a vraiment une grosse définition que je vais m'attarder en long et en large tantôt, mais de la manière que les gens l'utilisent, c'est plus pour dire que c'est un trait de personnalité. Exact. Il est dominant. Fait que c'est un chef, c'est un boss, c'est un gère-mène pratiquement. Ouais. Mais il y a quelque chose de peut-être qu'on pourrait explorer maintenant, puisque j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on pourrait ne jamais utiliser ce truc-là, ça serait vraiment pas une perte. Là. Il y a l'impression, puis je connais pas toute l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un glissement terminologique un peu sur ce truc-là qui a été utilisé peut-être plus en recherche pour calculer quelques éléments, mais qui ne voulait pas dire nécessairement, ça aurait pu s'appeler carotte, tu comprends? La valeur carotte. Ouais. Puis on aurait été comme peut-être moins tenté de l'utiliser comme dans mon chien, c'est une carotte. Bref, tu vois, genre, j'ai l'impression qu'il y a comme eu un glissement quelque part. Exact. Ben, en fait, historiquement, d'où ça vient cette utilisation populaire des termes dominant, soumis, alpha, ben, ça vient du principe de l'alpha. Ça vient d'une théorie qui avait été présentée par David Meach dans les années 80-90 de mémoire. Il avait fait même une publication, un ouvrage populaire, vraiment. En fait, c'est devenu un best-seller, son livre qui, je pense, s'appelait La théorie de l'alpha, le principe de l'alpha, qui, dans le fond, décrivait que ses travaux, à cette époque-là, qui étaient sur des loups en captivité, donc de l'espèce des canidés, donc dans lesquels les chiens y sont, ils les observaient constamment en train de se chicaner autour des ressources, puis il y en avait qui se démarquaient, il y en avait qui étaient comme plus forts que les autres, puis là, les autres, ils sacraient à paix. Fait qu'il a déterminé, ben, tu sais, celui qui monte, c'est le plus fort, puis qui met le plus d'efforts physiques, tu sais, à replacer les autres, ben, c'est lui qui a accès aux ressources, puis après, il gagne le respect. C'est ça, c'était-tu comme un calcul, en fait, de ratio, lui qui a le plus de chances d'accéder à la ressource, tu sais? Genre, exactement. À la base, là. Exactement. Puis l'étude, comme toute étude scientifique, comme tout papier publié, il a été revu par les pairs, critiqué, puis par l'auteur lui-même, par David Meach. Puis, comme quelques années plus tard, il s'est comme rétracté en disant, ben écoute, j'ai continué mes recherches, puis là, avec les commentaires que j'ai eus, avec les discussions que j'ai eues avec mes pairs, il y a eu un beau consensus que, ben, de tirer des conclusions sur très peu d'individus de loups, d'individus qui représentent toute une espèce au grand complet, dans un contexte de captivité, puis sur rien qu'un an, ben c'est pas suffisant pour tirer des conclusions solides. Son échantillon était quand même assez en captivité, puis petit nombre d'individus. Après ça, d'essayer d'appliquer à tous, c'est quand même... Bingo. Fait que, mais ce qui s'est passé, c'est que il avait écrit un livre populaire pour vulgariser ça au public. Puis là, ce livre-là, il a été extrêmement populaire. Les médias, ils en ont parlé. Fait que là, les gens entendaient beaucoup parler de ça, le principe de l'alpha, le dominant, les soumis, etc. Puis là, ben, ça a fait cette équation-là. Ben, si un loup, c'est un canin, un canidé, ben, les chiens, c'est des canidés. Si les loups sont en meute puis il y a des dominants, ben, les chiens sont en meute puis il y a des dominants. Puis vu que les chiens, ils vivent dans nos maisons, ben, faut être le chef de meute, on doit être dans la meute du chien. Fait que c'est nous qui doit être le dominant et non le soumis, le dominant. On est nécessairement un chien sur deux pattes, right? Ben oui! Ben oui. C'est comme ça qu'il ne s'en rend pas compte qu'on n'est pas un chien. Pantoute, tu vois pas qu'on est tout nu, qu'on pèse 150 livres, puis qu'on mange pas toutes les mêmes affaires que lui, on n'interagit pas tant que ça de la même façon avec lui, on se repose pas avec lui, on l'a pas comme mis au monde, on l'a pas allaité dans la majorité du temps. Il voit pas ça, le chien, bien entendu. C'est un grand naïf, le chien, moi, je pense. Ah, le chien, c'est naïf. Fait que ça, c'est l'histoire. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que David Meach lui-même s'est rétracté. Il a essayé de retirer le livre en circulation, mais malheureusement, c'est un best-seller. Donc, la maison d'édition a comme refusé de cesser la vente du livre en question. Puis les travaux ont continué de son côté et il est allé à des conclusions beaucoup plus nuancées
qui disait donc que l'organisation sociale chez les loups dépend beaucoup de la niche écologique, c'est-à-dire de c'est quoi les proies ou la nourriture, du moins, qui a accès dans l'environnement proche, de l'environnement en soi, genre du climat, comme par exemple des loups qui vont vivre aux États-Unis ne vont pas avoir la même niche écologique des loups qui vont vivre dans le Grand Nord. Parce qu'aux États-Unis, la température est vraiment plus clémente, fait que là, les espèces qui partagent cet habitat-là, il va y avoir entre autres des petits mammifères. C'est beaucoup plus facile de manger des petits mammifères que de se battre contre un caribou qui peut te tuer avec un coup de sabot bien placé, tu sais. Tout à fait. Puis, ou qui peut te blesser gravement, genre il te pète une canine, puis là, ben, bonne chance manger, puis bonne chance vivre dans la nature quand tu as mal à la gueule, quand tu manges, tu sais. Fait que toutes ces choses, c'est que ça l'a mené à ben finalement, l'organisation sociale du loup, elle varie grandement. Fait qu'on ne peut pas comme tirer une conclusion. Il y a des organisations sociales qui ont vu de certains groupes où est-ce que c'est une famille. Vraiment le noyau familial classique chez l'humain, là, genre maman, papa, les bébés. Ouais. Ben, il y en a que c'est ça. Puis non, papa, il passe pas son temps à replacer les bébés pour leur rappeler que c'est juste lui qui a le droit de se reproduire avec sa mère. Les bébés, c'est comme bien fait. Ça leur tente pas de se reproduire avec leur mère. Quand ils viennent ados, ils sacent leur camp et s'en vont trouver d'autres partenaires. Grande parenthèse, mais il existe chez certaines espèces aussi des tabous de cet ordre-là. Je ne suis pas certaine chez les chiens qu'il y a encore ce tabou-là à l'âge adulte entre les chiots et les mamans, mettons. Mais chez les singes, par exemple, chez certaines espèces de singes, il y a un tabou, en gros guillemets, là, qui fait que les rejetons ne vont pas s'accoupler avec le papa ou la maman. Parce que si on les sépare du groupe puis qu'on les réintroduit, là, il n'y a plus de tabou. C'est comme, exactement. Ben, c'est ça qu'on observe chez beaucoup d'espèces. Les chats, les chiens, c'est ça qu'on voit quand on les sépare, puis après on les remet. Mais c'est surtout quand il n'y a rien d'autre. Oui. Mais dans la nature, d'habitude, l'adolescence, ce turmoil émotionnel-là, cette puberté-là, ça comme force les bébés à s'en aller, à garder des distances, puis à tisser d'autres types de relations avec d'autres individus, justement des relations un petit peu plus intimes avec le sexe opposé. Puis c'est plus ça qu'on voit dans la majorité des espèces. C'est comme, si tu bien fait la nature, oui, par rapport à ça, ça l'est. Oui. Mais si tu n'as rien d'autre accès, ben écoute, tu vas prendre ce qui passe. C'est une ressource dans un sens. Oui. Yes. Donc, dominant, on avait la nourriture, peut-être l'accès à la nourriture dans des contextes X. C'était pas nécessairement reproduisible, peu importe. Reproductible. Ça. dans d'autres contextes, puis d'être capable d'en tirer les mêmes conclusions. Ouais. Mais ça, c'est pour le principe de l'alpha, en fait, spécifiquement. Fait, ce que je viens d'écrire, c'est comme l'origine de pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à utiliser ce vocabulaire-là. Ça vient principalement de cela. C'est là que le jargon scientifique a traversé dans le jargon populaire. Tu sais que ça me fait penser, c'est le gars qui a écrit un article full biaisé, mal écrit, puis vendu sur, tu sais, hein, tu sais, le vaccin, puis là. Est-ce que cette personne-là s'est rétractée après? Oui, mais je pense de force, là, comme dans... de force, puis il a perdu son permis de pratique, Dr. Andrew Wakefield. Tu te rappelles de son nom, qu'on le sache, son nom. Mais bref, oui, parce que son étude, c'était sur genre une fête d'enfants avec comme 10 à 20 enfants, puis son propre vaccin faisait les prises de sang lui-même, puis ils interprétaient lui-même, tu sais, genre absolument aucune transparence, là. C'est pas comme ça que c'est fait un papier, les amis. Oui. Mais bref, je trouve que ça fait un peu à ça, sauf que l'idée a comme choqué ou c'est vraiment facilement implanté. Est venu possiblement combler un besoin. Tu sais qu'il y avait un trou dans notre tête par rapport à ça. Puis là, on vient de rentrer une information, puis là, c'est comme si ça expliquait tout. Ouais, exactement. C'était comme la vérité absolue. Ça satisfait, ça complète. Tu fais comme, ah ben, my God, je l'aime beaucoup. Ben oui, je n'ai plus de questions. On n'a plus à se demander, mon Dieu, c'est quel gène, c'est quel Pouf! C'est facile après ça, la conclusion. Voilà. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, à même titre que ça a frappé l'imaginaire des gens. C'est ça. Même s'il y a eu une rétractation. Oui. Ça, vraiment, je tiens à répéter, ça, c'est l'historique. Mais dans les faits, dominant-soumis, puis même dans le papier de David Milch, de la façon que c'est utilisé, en fait, c'est essayer en éthologie, donc la science qui étudie les comportements des animaux, dominant-soumis, ça sert uniquement à évaluer les interactions sociales. Puis là, c'est très spécifique au contexte, à la saison,
à la présence de bébé ou pas. Puis ça va varier selon le type de comportement que tu veux évaluer. Fait que, tu peux avoir des interactions sociales agréables, genre de l'allo-toilettage. Fait que là, deux animaux qui se toilettent mutuellement ou deux animaux qui jouent ensemble. Tu peux évaluer aussi des comportements agonistiques, fait qu'ils se tapent dessus, ils se chicanent, ils grognent, ils s'ignorent, plein de trucs de même. Puis dans tous les cas, pour évaluer les interactions sociales, ben, tu prends un individu, tu le compares à tous les autres, puis tu regardes le nombre, par exemple, de comportements qu'il a dans sa journée avec tous les autres. Puis là, c'est du gros travail de statistiques. Puis là, tu compiles tous ces résultats-là. Puis là, à la fin de tout ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle la matrice de hiérarchie, donc le modèle d'analyse de toutes ces grosses données-là sous forme hiérarchique. Puis là, tu vas comparer chaque individu pour voir sur un pied de gradation, c'est lequel qui en a le plus que tous les autres. Puis là, tu les classes. Puis là, tu regardes des tendances. Puis là, tu peux dire, ah ben lui, il est dominant par rapport à lui sur le comportement de jouer avec les autres individus. Ah, lui est dominant par rapport à lui, par rapport à grogner envers les autres individus. Puis là, ça ne te donne pas sa personnalité. Ça te dit juste, à ce moment-là, c'est lui qui en faisait le plus. Puis là, ça te permet, en tout cas, quand tu es éthologue, de faire des interprétations plus larges. On s'entend que ça peut être facilement biaisé par... Tu sais, dans le sens, c'est là qu'il y a eu un glissement du mot. Ouais. Donc, qu'il y ait un mot qui signifie des statistiques ne veut pas dire que cet animal-là a une personnalité de type dominant. Oui. Ça veut... C'est comme si j'utilisais dominant dans la science comme positif, négatif, l'électricité, les électrons, tu sais, les positions d'un batterie, les pôles d'un batterie, là. Puis, dans la culture populaire, positif, négatif, ça veut dire bien puis mal. Chef ou chef. Exact. Oui, c'est ça, mais chef de meute et autres. Puis j'ai l'impression que les gens, ils veulent comme mettre ça plus gros que c'est. Ouais. Ils pensent que ça veut dire ça, fait qu'ils l'utilisent de même. Exactement. Puis moi, j'avais déjà donné l'exemple dans une formation que j'avais faite à l'Association américaine des zoos. On avait eu cette discussion-là parce que c'est encore utilisé comme langage dans certaines places de dominance soumis. Puis c'était à Denver, donc c'était en anglais que ça se passait. Puis j'avais donné l'exemple aux personnes qui étaient avec moi à la table que si ici on devait dire c'est qui était dominant, c'est pour leur prouver mon point. À la table, OK. À la table. Puis là, c'est un gars qui parlait vraiment beaucoup, qui prenait beaucoup de place. Puis je fais comme, parfait, c'est toi. OK. Maintenant, mettons qu'ici, on parle français maintenant. Est-ce que c'est encore toi le dominant? C'était celle qui parlait français, j'imagine. Ben oui. Donc, est-ce que c'est vraiment, ça me donne-tu vraiment de l'information pertinente? Hell no. À même titre qu'un chien qui aurait scoré fort dans cette matrice-là, parce qu'il a toujours accès à la nourriture avant les autres, est-ce que c'est un chien qui a plus faim? Peut-être. Est-ce que c'est un chien, tu sais, parce que la maladie mentale chez les animaux existe aussi, fait est-ce qu'on a un chien réactif qui montre beaucoup de comportements comme agressifs ou, tu sais, parce que ses émotions sont dans le tapis tout le temps, tu sais. C'est ça. Fait que lui, il va scorer dominant, mais est-ce que avoir une maladie mentale, ça fait qu'on peut être dominant ou notre idée de dominant, genre leadership, ça fait pas de sens. Donc, c'est là que ça casse tout ça, tu sais, quand on se met à penser à ça, il a mangé en premier. Je suis comme, mais moi, quand j'ai faim, ça se peut que j'attende pas à table, tu sais, que tout le monde soit servi. Je suis peut-être pas poli non plus, on sait pas. Exact. Fait que là, ça, c'est la vraie définition du mot dominant dans le contexte de chez les chiens, chez les loups, dans ces papiers-là, dans ces recherches-là. Mais dans le quotidien, tu sais, donne-moi des exemples, Laurence, de qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent « mon chien, il est dominant ». Bien, moi, j'ai l'impression que quand on creuse puis qu'on leur fait... La phrase qui est la plus souvent dite, je trouve, en constatation, en comportement, c'est « oui, mais qu'est-ce qu'il fait? » Ouais, ben oui. Parce que les gens ils essaient de décrire un comportement, mais la seule chose qu'ils disent, c'est leur interprétation des comportements. Fait il est dominant, il est fâché. J'ai comme, oui, mais quand il est fâché, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dominant. Ah, c'est ça, il n'est pas content. Oui, mais quand c'est pas content, ça veut dire qu'il fait quoi, mettons? Ses gestes. C'est savoir qu'est-ce qui est objectif, là. Souvent, je trouve que quand on creuse, on arrive à des choses qui semblent être de l'agressivité pour de la dominance. Mais il y a des trucs aussi, je pense, juste des principes, du genre, comme j'ai donné en intro des exemples, là, de il passe la porte en premier. Oui. Il dort sur le lit, il dort sur le sofa.
ils consultent rarement pour ces raisons-là, mais effectivement, quand ils vont dire, des fois, mettons la personne qui dit moi, mon chien est dominant, puis c'est comme ah oui, puis là, on joue à 10 mois en plus. Puis là, il fait ben, il veut passer avant moi dans la porte, puis là, je ne laisse le pas faire. Il monte sur les sofas, il dort dans le lit. Il saute sur les gens quand il rentre. Il saute sur les gens, il mange. Il n'attend pas que j'aille manger avant. Parce qu'il y a eu une coutume, il faut que tu manges avant ton chien. Ça a l'air. Oui, il y a souvent c'est là, cette principe. Ce genre de truc-là, mais souvent, quand ils rentrent en consultation, ça va être beaucoup plus par des comportements qui sont agressifs envers les autres animaux. Ouais. Puis, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout ça est déjà étiré, là, on le comprend. Ouais. Mais là, je pense que souvent, on va l'étirer encore plus puis dire dominant envers moi, avec une autre espèce. Moi, quand je le domine, il y a quelque chose là qui étire l'élastique pas mal loin, peut-être. Oui, donc, je rappelle, dominant, puis tout, l'historique, l'origine scientifique, c'est entre les loups que c'était décrit, donc c'est au sein d'un groupe d'une même espèce. Puis au sein d'un groupe, donc d'individus qui vivent ensemble non-stop. Fait que quand je vois là, des gens amener leurs chiens dans un parc à chiens, puis ils ne se connaissent pas vraiment, les chiens, ils se voient une fois par comme semaine, 2 semaines, mois. Puis là, ils ont des interactions ensemble. Puis là, tu entends les propriétaires faire « Ah, regarde comment le mien, il est dominant. » C'est vrai. C'est pas des groupes. Ouais. Tu peux pas utiliser ça là. Ça s'applique pas, cette analyse-là, de toute façon. Et là, comme tu as dit, quand le chien, il agit avec l'humain, puis l'humain dit « Ben là, il est dominant avec moi. C'est moi qu'il faut être le dominant. » Dès que vous entendez que c'est vous qui devez être le chef de meute, ça ne fonctionne pas. À quel point le chien, il perçoit, en fait, là, remplacer le chien par le chat puis n'importe quelle autre espèce que vous voudriez plugger le mot dominant, à quel point l'animal, il passe son temps à penser de faut que je sois le chef, faut que je te contrôle. Vous ne mangez pas les mêmes affaires, vous ne dormez pas aux mêmes places, vous ne vous reproduisez pas avec les mêmes espèces, en tout cas, je l'espère beaucoup. Fait qu'il y a aucune raison biologique, évolutive, d'avoir une hiérarchie entre des espèces différentes. Il y a quelque chose de parlant. Je pense que ça fait un peu de projection. J'ai l'impression que des fois, en tant qu'humain, on veut du contrôle là, parce que le contrôle, ça nous apaise. Là. Donc, on se dit, il veut contrôler. Puis pour vrai, je sens pas ça. Objectivement, je sens pas ça. Le sous-titre, c'est « Moi, je veux contrôler, puis je veux pas avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle. » C'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on donne cette image-là aussi aux autres animaux comme s'ils étaient nécessairement en recherche de pouvoir. Constamment. Puis que moi, je ne sens pas. J'ai l'impression que leurs besoins en général sont beaucoup plus de base, que ce soit se nourrir, être bien, avoir des relations avec les membres de l'espèce, puis exprimer leur éthogramme, donc leur éventail de comportements. Avoir de la prévisibilité. Oui. Savoir ce qui va se passer. Exactement. Tu sais, c'est des petites choses de routine, tandis que prendre le contrôle, là, c'est plus de la routine. Non, c'est un peu comme de prendre les décisions puis d'innover, d'être le premier face à l'inconnu. Mais c'est la position la plus stressante au monde. Tu ne veux pas ça, à la limite. Là. Exactement. Fait que ça, je pense que c'était important. Fait que qu'est-ce que tu recommanderais aux gens pour essayer de changer leur langage par rapport à ce qu'ils identifient comme dominant, mettons? Ouais, fait que là, maintenant qu'on vient comme de bousiller ce mot-là de leur bouche, puis là, on leur a dit, vous n'avez plus le droit de l'utiliser parce que vous l'utilisez tout croche anyway, là. Ça fait plaisir. Comment on fait? Ça nous fait plaisir de briser tous vos rêves, les amis. Alors, comment on fait pour remplacer ces mots-là? Ben, c'est une question de motivation. La plupart du temps, quand les gens parlent de dominant, c'est que c'est lui qui est le premier à vouloir, c'est lui qui va toujours initier, mettons, l'interaction avec la personne, l'autre animal. Fait parler de motivation, OK? Parler de pourquoi lui, il saute sur les gens, pourquoi il mange en premier, pourquoi c'est lui qui saute sur l'autre chat, genre, parce qu'il veut le plus, parce que c'est lui qui a le plus de motivation, il a le plus envie de le faire. Fait que pourquoi lui, il mange en premier? Parce que lui, il a vraiment beaucoup envie de manger en premier. Puis l'autre, peut-être qu'il a aussi envie de manger, mais il a clairement moins envie de manger que lui parce qu'il n'est pas prêt à mettre autant d'efforts, par exemple, au point de se battre, d'entrer en conflit et risquer peut-être de se blesser pour se nourrir. Fait que ça, c'est mon exemple que j'utilise le plus souvent parce que il est très... il frappe l'esprit, il frappe l'imaginaire
l'animal qui veut manger en premier, c'est parce qu'il a le plus faim ou qu'il a le plus envie de mettre des efforts pour aller manger. Si on prenait deux animaux avec le même niveau de motivation, ils pourraient se taper dessus, là. Genre, c'est moi qui mange, non, c'est moi, pif, paf, pif. J'ai plus faim ou je pense que je meurs parce que j'ai pas assez mangé. Oui. Puis ça se peut que ça finisse que c'est le plus petit qui gagne par rapport au plus gros parce que le plus petit dit comme moi, je suis prêt, là, man, à sortir les armes puis risquer de me blesser pour manger en premier. Puis le gros, il fait comme, OK, là, non, moi, pas à ce point-là. Puis des fois, c'est l'inverse. C'est le gros qui fait comme, gars, moindrement que je veux plus que toi, je vais gagner, je suis plus gros que toi, je suis plus fort que toi, whatever. Fait que... Je trouve que ça ressemble un petit peu à, tu sais, mettons, on a une personne qui gagne un salaire de base, là, c'est quoi le salaire minimum maintenant? Ça s'en vient bientôt à 14,25. Mettons que c'est 14 $, puis tu as quelqu'un qui gagne 150 000 $. Donc, l'effort qu'ils vont être prêts à faire pour ramasser un 20 $ quelque part ne sera pas le même. Exact. Est-ce qu'il y en a un qui est dominant ou qui est par rapport à l'autre? Ben non, tu sais, c'est vraiment par rapport à leurs besoins, à la limite, là, que c'est calculé, cette chose-là. C'est les efforts qui vont être willing de mettre en place. Là. Exact. Puis, je trouve que si on parle de motivation, on est déjà beaucoup plus proche de la réalité. C'est dur de se tromper en disant, ben, lui, ça lui tente vraiment beaucoup. Mais la preuve, il fait le comportement. Fait que c'est sûr que ça lui tente. Tu ne fais pas un comportement quand ça ne tente pas de le faire. Ça va de ben, ça peut nous tenter pour quelque chose de le fun ou ça peut nous tenter pour éviter un problème. Là. Exactement. Mais oui, on est tenté de le faire quand même pour éviter une blessure. Oui, c'est ça, ça revient à la motivation. Fait que parler de motivation. Puis en fait, j'irais avec une autre proposition, autre que la motivation. Essayez de décrire les comportements à la place. Parce que quand on parle des étiquettes, puis là, on vient de commencer d'introduire avec le dominant, soumis, alpha, chef de meute, le plus gros, là. Mais ça revient tout le temps au même. Les gens, quand ils utilisent les étiquettes, ils essaient de décrire les comportements qu'ils observent, mais dans le fond, ce qu'ils décrivent avec leurs mots, c'est pas le comportement, c'est leur interprétation du comportement. Fait que quand ils disent il est dominant, c'est pour ça qu'on leur demande tout le temps, OK, quand vous dites ça, qu'est-ce que l'animal fait? En français, un indice clé dans le langage, ben, c'est l'utilisation du verbe. Fait que le verbe passif, comme il est, il semble, il paraît, ben, ça va nécessairement mener à une interprétation, genre l'utilisation d'une étiquette, versus la description avec des verbes d'action. Parce qu'un comportement, c'est une action, c'est un mouvement. Il fait quelque chose. Il court, il joue, il saute, il rappe, versus... c'est ça, il est méchant, il me domine, il sait qu'il n'a pas le droit, ou il veut me faire chier, ou il ne comprend pas. Tu sais, c'est tous les verbes passifs vraiment vont nécessairement plugger une étiquette. Fait que ça, c'est un autre truc pour vous, les copains. Si vous dites, ben, il est, pour décrire un comportement, arrêtez-vous, essayez d'écrire ce que vous observez à la manière d'une recette de cuisine. Si vous êtes capable d'utiliser les mots pour que n'importe qui lirait votre recette de cuisine soit capable d'arriver au même gâteau sur ces étapes-là, ben, essayez de décrire le comportement de la même manière, de manière à ce que si les personnes se fermaient les yeux, ils seraient capables de voir l'animal faire exactement la même chose que vous avez vu. Fait que, tu sais, mettons, il court. OK, ben, tu peux dire, il se déplace très rapidement par là-bas. Ben, encore là, tu peux être encore plus précis. C'est poche, là, mais tu sais, si vous voudrais vraiment, vraiment décrire, tu pourrais dire, ben, il positionne ses pattes de telle manière, puis il passe du point A au point B en temps de seconde. Tu sais, tu pourrais être super précis pour décrire le comportement versus, il est rapide. Mais je pense qu'il y a quelque chose à être plus factuel. Pour ça, c'est vraiment difficile dans la majorité des cas quand on parle de l'étiquette dominant parce que ça vient avec une charge émotive chez la personne souvent. Donc, des fois, ça vient avec de la fierté, comme mon chien est dominant. Fait que c'est dur de se décoller de ça. Des fois, c'est de la peur ou des fois, tu sais, il y a quelque chose il faut vraiment enlever nos lunettes émotives qui nous connectent à la situation pour vraiment plus dire qu'est-ce qu'il se passe. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je trouvais particulièrement agréable et à la limite drôle là, en conversation de faire « OK, il est dominant. OK, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, dans cette situation-là, il devient méchant. OK, puis méchant pour vous, ça veut dire quoi? Ben, il n'est pas content. Mais pas content pour vous, il fait quoi? Ben, en tout cas, il fait savoir. Non, mais... Est-ce qu'il grogne? Oui. Ah, OK, il grogne. Est-ce qu'il a le poil hérissé? Oui, le poil hérissé sur son dos. T'sais, donc, ça, on a plus de détails sur qu'est-ce qu'il fait vraiment. Puis, c'est dur parce qu'en comportement, en tout cas,
essaies de ne pas mettre les mots dans la bouche de la personne. Oui, parce que on essaie de retenir des exemples. C'est ça, on se retient. Parce que il y a le risque que tu fais une proposition, est-ce qu'il fait ça? Puis ils vont s'y accrocher, même si c'est pas vrai. Même si c'est pas. Faut pas mettre des mots. En tout cas, il faut essayer d'éviter de mettre des mots dans la bouche parce que tu peux teinter leur réflexion, tu peux teinter leurs souvenirs. Ça, c'est bien démontré en psychologie que cette approche-là de, mettons, il vous grogne, hein? Oui. Puis là, il m'a grogné une fois, il y a 10 ans, mais oui, il me grogne après. Puis c'est super important, des fois, d'entrer dans les détails comme ça, parce que si on était resté sur méchant, par exemple, puis de dire oh, il est méchant, parfait. Ouais. Puis au suivi, après tout le plan de traitement qui a été mis en place, c'est est-ce qu'il est méchant ou il est moins méchant? Il est moins méchant. Parce que si on avait creusé avant, puis on s'est rendu compte que, par exemple, il ne grognait pas. Lors d'une agression, il n'y avait pas de grognement, puis que maintenant, il y en a. Ben, pour nous, ça ne veut pas dire qu'il est plus méchant, ça veut dire que maintenant, il y a la phase normale d'avertir. Donc, c'est comme une amélioration. Donc, on voit que l'analyse ne peut pas tout le temps être faite facilement là, du côté du propriétaire ou du gardien de l'animal parce que il y a cette subtilité-là qui n'est pas là. Donc, on essaie d'avoir des choses factuelles pour dire son poil, grognement, tirer sur la laisse, grosseur des pupilles. Pour qu'on puisse mesurer l'effet. Avec précision, l'effet comme de la médication quand on parle de la médecine comportementale. Mais c'est sûr que quand les gens là, ils discutent entre eux autres, monsieur, madame, tout le monde, on jase entre nous autres, c'est bien les mots que vous voulez, là, on s'entend. Mais quand vous discutez avec votre professionnel, vous voulez des conseils, des questions de genre comment je fais pour que mon animal soit moins dominant. Là, quand les gens lisent ta phrase, il y en a qui peuvent dire c'est parce qu'ils sautent tout le temps sur les gens. Il y en a un autre qui parce qu'il mange en premier. Il y en a parce qu'il te mord constamment. Cette étiquette-là, ça veut dire plein d'affaires, mais pas d'affaires en même temps. Ouais. Fait qu'il faut éviter ça le plus possible là, quand on essaie de réfléchir pour trouver des solutions ou pour modifier des situations problématiques. Puis mesurer l'impact des choses qu'on a mis en place par la suite. Je pense je pense qu'on parle bien du dominant comme étiquette. Je pense qu'on pourrait passer comme une petite minute sur le soumis, parce qu'on l'entend souvent. Oui, c'est vrai. Puis, perso, toi, tu me diras qu'est-ce que tu entends, mais moi, quand j'entends soumis, j'entends un animal qui a peur. J'ai fait un lien dans ma tête assez souvent pour dire, quand on creuse, on trouve un animal qui a peur, c'est des signes de stress. Oui, exactement. Souvent, quand les gens me disent il est soumis, c'est parce qu'il se laisse faire, il abandonne. Les chiens, c'est parce que, mettons, il se flippe sur le dos, il se fait pipi dessus, il y a ses oreilles qui se flippent par en arrière, puis il s'écrase, la tête est dans ses épaules. Les chats, ils deviennent recroquevillés, ils vont se cacher en dessous du lit. Fait, il est soumis. C'est tout le temps ça qu'on me présente, mais dans le fond, les comportements qu'on me décrit, c'est ce que tu viens de dire, c'est un animal qui présente des signes de stress, d'anxiété, de peur. Ouais. C'est pas de la soumission, c'est terrible comme. C'est niaiseux, mais pour prouver aussi que notre langage a quand même un impact. Avant, ça s'appelait des signaux d'apaisement. Je ne sais pas c'est qui la personne qui a nommé ça en premier. C'était Turid Rugas, une Norvégienne. Merci, Francis. Mais maintenant, moi, je n'utilise plus le langage signaux d'apaisement parce que des fois, quand on a une personne qui part dans la base, ses connaissances antérieures, il existe la dominance et la soumission. Et c'est là qu'on va faire un glissement qui va se dire, il essaie de m'apaiser, donc il essaie de m'avoir. Donc, tu sais, il faut se soucier un peu de qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la tête pour être sûr qu'on n'en tire pas des conclusions erronées par la suite. C'est ce qu'on disait au début, on disait que ça peut facilement glisser. Si on a ce construit-là à la base de, il y a des dominants, il y a des soumis, après ça, toute notre interprétation des mots ou de la situation ou de ce qu'on devrait faire peut faire comme biaisé aller dans le clos. C'est vraiment terrible pour ça. Fait que, tu sais, justement, pour en tout cas, les éducateurs canins intervenants en comportement animal qui nous écoutent, pour vrai, s'il y a un argument qui pourrait vous convaincre, c'est de décrire les comportements tels qu'ils sont et non de mettre des étiquettes de genre il est excité, il est énervé, blablabla. C'est de se dire quand tu vas intervenir, puis tu veux faire des suivis pour savoir ce que tu vas proposer, est-ce que ça fonctionne, ben, tu veux mesurer les comportements. Puis je pense qu'on va devoir en reparler dans un autre épisode spécifiquement comment on mesure un comportement, parce que les choses se mesurent, là, 1, 2, 3 kilos, 1, 2, 3 millilitres. Ben, des comportements, c'est pas 1, 2, 3 comportements, c'est
un contexte, une fréquence, une durée, une intensité. Il y a plein d'affaires à mesurer, puis on vous dira comment ça se décrit un comportement parce que, honnêtement, c'est le jour et la nuit quand on a ces informations-là, qu'on utilise ces techniques-là. Ensuite de ça, tu es capable, en tant que professionnel, de réellement aider l'animal, la personne, puis de mesurer le progrès. Puis si tu te fais qu'un objectif, tu vas être capable de te rendre comme petit train va loin en mesurant, en t'assurant tout le temps de mesurer le comportement puis son évolution dans le temps. C'est parce qu'il y a des cas qui nécessitent... Parce on parle d'intervenants canins comme des fois, c'est la première porte. Ouais. Puis des fois, ils peuvent faire quelque chose ou référer. Puis des fois, c'est la deuxième porte, c'est-à-dire il a vu le vétérinaire, il y a eu de la médication, puis là, il y a un accompagnement qui se fait. Voilà. Mais bref, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce point-là. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, ce sujet-là. Fait que ça va arriver. Yeah. Est-ce que tu as un point auquel tu penses que tu entends ou qu'on pourrait clarifier aujourd'hui? Oui, le fameux territorial. Celui-là, là, moi, je l'entends beaucoup chez le chat, mais je l'entends chez le chien en masse aussi. Là, mais il est territorial pour justifier des comportements de genre, il jappe après les gens qui passent, après les visiteurs qui rentrent, ou il grogne, ou même il essaie de mordre. Un chat qui attaque un autre chat, un chat qui regarde par la fenêtre puis qui voit des chats errants puis qui se met à comme grogner, passer d'une fenêtre à l'autre, poil hérissé. Les chiens vont faire ça, à l'entrée dans la maison, là, ils vont japper, ils vont regarder par la fenêtre puis ils vont japper après les gens qui passent proche de leur terrain, entre gros guillemets. Puis un chat qui fait du marquage urinaire, donc qui urine, mais sur des surfaces verticales comme des murs, des meubles, genre sur les parois, sur les côtés, pas sur le dessus, là. Dans les fenêtres d'importation, c'est il marque son territoire. Mon chien, il fait ça. Hein. J'ai dû déjà te montrer ma vidéo avec Patate qui gratte avec ses pattes. Oui, après avoir fait ses besoins, puis il gratte le gazon, là, ça fait piou, piou, piou. Mais non-stop. Comme si un animal était obligé d'aller crier dehors de chez eux. C'est chez nous! Pendant 25 minutes. Ouais. J'ai pissé cette demande! Donc, moi, j'entends beaucoup ça territorial. Puis, moi, ce qui m'achale, c'est le principe de OK, c'est quoi ça, territorial à la base? Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, ça revient à est-ce que tu es en train de justifier le comportement de ton animal? C'est normal qu'il jappe quand il voit l'autre animal ou qu'il essaie d'attaquer la visite parce qu'il les perçoit comme des envahisseurs de son territoire. C'est comme tout le temps des choses négatives sur lesquelles on met des étiquettes. C'est vraiment là, comme dans « c'est pas de ma faute, chapeau pointu, c'est de sa faute, il est comme ça. » Il protège son territoire. Il protège... OK. Genre. Dans la science, là, encore une fois, dans l'éthologie, le territoire, c'est vraiment... pour dire qu'une espèce est territoriale, il faut qu'elle réponde à certains critères. Puis dans ces critères-là, que je n'énumérerai pas toutes, ça demande, entre autres, de patrouiller activement, sur une base régulière, donc de faire le tour de ta superficie protégée. Et puis, tu sais, il y a une hiérarchie aussi d'espace. Il y a comme le domaine vital, le territoire, l'espace vital. Il y en a une couple qui sont comme de plus grands à plus petits. Là. Oui, mais il y a des zones qui s'overlappent aussi. Dans la nature, certaines espèces qui ont des territoires vont s'empiéter sur d'autres colonies. Donc, pour certains points, c'est pas une ligne, c'est pas le mur de Chine. Là. Genre. Puis encore là, je pense que les domaines vitaux vont s'empiéter. Le territoire devrait encore moins s'empiéter que. Puis en tout cas. Oui. Fait que, sans entrer dans les détails, territoire, c'est une partie qui est patrouillée activement, puis que l'animal peut mettre des marques qui vont avoir des effets répulsifs des autres membres de sa propre espèce. Puis le territoire, donc, c'est une zone qui sert à gérer les individus de sa propre espèce. C'est pour empêcher les autres individus de rentrer dedans. Donc, ça ne marche pas un chien qui jappe à la fenêtre pour pas qu'un humain rentre. Exact, parce que c'est pas la même espèce. Il n'y a pas de territorialité entre chien et humain. Mais il n'y a pas de compétition pour les mêmes ressources, en fait. Ça revient encore à ce que je disais tantôt sur on ne dort pas à la même place, on ne mange pas les mêmes affaires, puis on ne se reproduit pas, encore une fois, avec les mêmes bébites. Il n'y en a pas de compétition. Fait que, pourquoi est-ce que le chien, il voudrait réellement empêcher quelqu'un de rentrer dans une proximité de lui? Mais c'est pour protéger ses propres fesses. Parce qu'il a peur! Parce qu'il a peur! Il y a une bébête 10 fois plus grosse que lui qui rentre. En tout cas, si t'es, mettons, 150 livres, fait 15 livres. T'es un shih tzu,
il y a un inconnu qui rentre, pèse 150 livres et plus, j'appuie après parce qu'il est rentré dans mon territoire, qu'il n'a pas vu le petit panneau défense d'entrée, c'est chez nous, ou parce que là, il est vraiment proche de moi, puis je le connais pas, je connais pas ses intentions, puis il a le potentiel de me tuer. Oui. Si toi, il y avait un ours qui cognait à ta porte, puis qui rentrait, tu dirais-tu, excuse-moi, c'est parce que c'est chez nous, ou tu ferais comme fuck. Ça dépend si c'est un ours brun ou un ours noir. Ouais, un ours noir. Ouais, non, c'est ça, un gros, plus gros que toi. Mais rapport de fou. Il y a quelque chose là, effectivement, de prendre ces signaux-là comme étant du contrôle. Quand on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit super bien, qu'est-ce qui stresse là, en général chez les animaux, mais chez les humains aussi, c'est l'inconnu. Et voilà. Donc, les choses qui arrivent de façon fréquente, continuelle, que c'est tout le temps les mêmes choses, ça crée absolument moins de stress et d'anxiété que les choses qui sont surprenantes. Donc, les choses qui surprennent, donc, font peur, stress. Ouais. Comme proposition à tout ce qui est comme territorial, au lieu de dire « Ah, ben là, mes chats se tapent dessus parce qu'il est territorial puis l'autre, il est rentré. » Parce qu'il ne s'aime pas, parce qu'il a peur de l'autre. Tu sais, pourquoi tu te chicanes avec ton colocataire? Surtout si ça fait comme de plus en plus de temps que tu vis avec, parce que c'est ton propre territoire, ou parce que c'est ça, il ne lave pas la vaisselle, il laisse le siège de la toilette levé tout le temps, il laisse traîner son linge, ou il est dérangeant, il n'est pas poli, il est grossier, il mange ta bouffe dans le frigo. Tu sais, il y a d'autres raisons de pourquoi tu n'aimerais pas quelqu'un, puis c'est pas parce qu'il empiète chez toi, c'est parce qu'il t'affecte toi individuellement, personnellement, directement. Fait que voyez les choses comme ça plutôt. Pourquoi un chien aboie envers les autres chiens lorsqu'il est chez eux et qu'il passe dans la rue? Ben, c'est parce qu'ils deviennent proches de lui. Fait que c'est bien plus facile de le percevoir de même que de dire ben, c'est bien qu'il passe trop proche de son propre terrain. Parce que, mettons que je veux intervenir, mettons que je veux régler le problème, je veux arriver à un point où est-ce que le chien arrête d'aboyer ou que le chat arrête d'attaquer l'autre chat. Comment je fais pour lui apprendre que son terrain, c'est pas vraiment à lui ou qu'il doit voir plus grand que ça? Le partage, c'est le partage. Comment je peux lui transmettre ce genre de valeurs-là, hein, de communauté, de société? Du bien, du mal. Hein? Je sais pas, moi, honnêtement. Tu le sais-tu, toi? Non, c'est comment? Je sais pas. Tu prends une petite session avec lui, puis là, tu lui fais un exposé oral. Tu dis comme ça, c'est vivre en société, mon ami. Je sais pas. Mais moi, par contre, je sais comment apprendre à un animal que tel événement, tel individu, ben, t'as pas besoin d'en avoir peur. Oui, c'est le fun à la limite. T'as pas peur ou c'est le fun. Donc, à chaque fois que tu le vois, tu as de la bouffe dans la gueule. C'est le fun. C'est bon dans la bouche. Mium. Fait que là, tu vas voir le chien du voisin que habituellement tu aboyais envers lui. Puis l'instant, c'est quand tu le vois, si tu viens me voir, je te paye la traite, mon ami. Oui. Écoute, puis ça mène à des solutions. Cette technique-là, qui s'appelle du contre-conditionnement, les amis, ça amène à la modification du comportement d'aboiement, à l'arrêt de l'aboiement. Puis le chat qui attaque l'autre chat, ben, de lui apprendre que hey, quand tu vois l'autre chat, là, si tu viens me voir, je vais te donner la bouffe, ou tu vas à tel endroit, tout va bien aller, tu vas te sacrer à la paix. Ben, ça aussi, ça mène à des fins de conflit entre les chats. Ce qui discrédite un peu la théorie du territoire dans un sens, parce que le territoire n'a pas changé. Exact. Donc, tu sais, s'il protégeait son territoire, puis que là, je lui donne des biscuits à chaque fois que quelqu'un arrive, il ne s'est pas dit, tiens, je vais reculer ma ligne de territoire. Ça inclut plus le trottoir qui passe devant chez nous. Ça part à boîte à mal. Tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de ça qui se passe là, dans la tête de l'animal. Donc, tu sais, ça déconstruit un petit peu ce sur quoi cette pensée-là a été faite. Là. Fait que c'est le fun d'avoir cette façon de réfléchir-là. Encore une fois, message à vous autres, les intervenants en comportement animal. Si vous faites des rapports, puis si vous voulez expliquer les choses aux gens de pourquoi est-ce que le chien jappe, pourquoi le chien tire en laisse, puis il essaie de mordre parce qu'il est territorial, ben, essayez de trouver une explication plus simple, puis qui correspond aux techniques que vous allez proposer. Qu'est-ce que ta technique lui apprend? Que son territoire, il est plus grand que ça ou qu'il n'y a pas besoin d'être territorial? Non, c'est pas ça que la technique apprend. Fait qu'essayer d'expliquer les choses, d'interpréter les choses plutôt en fonction de la technique que vous allez utiliser, ça aide beaucoup pour être concret, tangible, puis à ne pas propager, encore une fois, de la mauvaise information. Il y en a un autre qui me vient à l'esprit. Ouais. C'est
pour m'intéresser, moi, plus particulièrement à la motivation en général, c'est quand même un des sujets de mon mémoire, c'est « il est têtu, il est borné ». Il est tête de cochon. On sait bien les terriers, hein, les terriers, c'est tous des têtus. Les terriers, c'est boqué. Ça, où il est, en anglais, on dit « stubborn ». Il est stubborn, ouais, c'est ça. Tout ça, là, moi, à chaque fois, je fais une espèce de conflit cognitif aux gens quand je dis « j'ai jamais vu un chien têtu ». Ouais. C'est pas à cause que tu crois qu'il devrait faire quelque chose qu'il le voit de la même façon. Moi, souvent, je donnais l'exemple, si je te paye, Francis, 2 $ par heure pour aller nettoyer une salle de bain de joueurs de hockey. Tu sais, je sais pas, quelque chose de pas propre, là. Non, tu sais qu'il y a eu un party, là, la veille, là, faut que tu... Bref. Est-ce que tu le ferais? Non, j'ai pas envie. T'es bien têtu. Tu devrais le faire. Je te paye 2 $. Ah, suis-je sot? Oui. Non. Tandis que si je te dis, je te paye 500 000... Oh! Tu veux-tu la lave avec ma langue? Ça va me faire plaisir. Je vais prendre la brosse à dents, je vais le faire. Fait que, j'ai l'impression qu'on comprend mal que la motivation, c'est pas... premièrement, on l'attribue à un trait de caractère encore. Ouais. Il veut pas le faire. Il sait qu'il faudrait qu'il le fasse. C'est ça. Là, ça c'est cool. Merci de le mentionner. Fait qu'on assume qu'il comprend ce qu'on vient de lui dire. Ou même pire que ça, qu'il nous a entendu ou qu'il nous a écouté. Oui, non, ça, c'est... des fois, tu parles à ta limite, puis là, il est en train de fixer une écureuil, puis il n'a porté aucune attention à toi. Je veux dire, même moi, je suis le pire, là, des fois. Je veux dire, ma blonde me parle, il y a une émission de TV, elle est à côté de moi, je ne l'ai pas compris. Je m'excuse, Bébébou, en tout cas. Mais oui, fait que déjà, il faut qu'il nous ait entendu, faut qu'il nous ait compris. Puis, cette hypothèse-là qu'on entend, c'est il a tout fait ça, mais il décide. Oui. Puis il sait qu'il devrait le faire. Il sait qu'il faut qu'il le fasse. Encore une fois, c'est une autre assumption très. Exact. Fait que s'il ne le fait pas, il est donc têtu. OK? Donc, ça, pour moi, ça l'accroche souvent parce que quand on creuse, on trouve aussi souvent peut-être un rythme. Un ratio de renforcement qui est, à mon sens, inadéquat. Donc, on ne donne pas assez, on ne paye pas assez. Donc, comme on a vu, Francis, tu ne veux rien faire pour 2 $. Ouais. Genre, tu m'as demandé de nettoyer les toilettes 2-3 fois. Une première fois que tu m'as payé 100 $, j'étais bien content parce que ça m'a pris genre juste 1 heure. Mais la fois d'après, tu ne m'as rien payé pendant tout. Puis la fois d'après non plus. Ben, la 3e fois que tu vas me le demander, puis tu vas dire oui, je vais payer 100 $ peut-être. Je vais faire comme nous. I don't believe you. Ouais. C'est ça. Puis je pense que la motivation, la meilleure façon de trouver ça, puis ce que je disais aussi quand j'étais au biodôme, c'est qu'est-ce que l'animal lui-même fait dans sa vie. Il faut trouver quelque chose qui est renforçant, là. Ouais. Donc, est-ce qu'il mange lui-même? Oui. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'un chien, ça s'assoit lui-même sur une base régulière? Oui. Oui, mais je ne suis pas sûre que c'est renforçant, mais dans le sens... Est-ce que le capybara se gratte sur un poteau puis il trouve ça bien le fun? Fait que se gratter, c'est peut-être le fun. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui trouve ça le fun de lui-même. Ouais. Puis de partir de là, puis malheureusement, vous n'aurez jamais raison. C'est pas une obstination à avoir votre animal entre comment ça, tu trouves pas ça renforçant, mon 2 $ quand il y a un écureuil? C'est pas vous qui choisissez ça. Ouais. C'est lui. Si l'écureuil vaut 500 $, puis tu as juste 2 $, son choix est logique. C'est comme le chocolat. Moi, j'adore ça, mais mon frère, pas tant. Oui. Tu offrirais, là, on parle de 2 $, on parle d'argent, mais tu offrirais une petite gâterie de foie de bœuf séché à un chien. Ben, il y en a qui vont faire comme des pieds et des mains pour l'avoir, puis il y en a d'autres qui vont juste faire comme. Mais. Ben, tu vois, mon chien, si je le flatte, il n'aime pas ça. C'est une punition pour lui. Donc, viens ici, je vais te flatter, il va faire comme oh, que non. Oui, mais je t'ai dit de venir, tu devrais m'écouter. T'es têtu si tu le fais pas. T'es têtu si tu le fais pas. Parce que c'est moi qui décide. Parce que pour une raison obscure, je veux vraiment tout le temps décider. Ouais. Parce que l'animal a aussi ses envies, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, de voir ça comme étant, je trouve que ça serait moins péjoratif de dire il n'est pas motivé pour. Ouais, ça ne tente pas. Il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu, il n'a pas compris, il ne sait pas exactement que ce concept-là, parce que je l'ai appris dans le salon, mais je ne l'ai pas pratiqué dehors quand il y avait plein de gens. Il n'est pas capable de faire le lien dans sa tête que c'est la même chose ou qu'il y a trop de distractions pour être capable de bien opérer cette information-là. Oui, comme le chien en clinique vétérinaire, il connaît très bien le assis à la maison, mais là, tu demandes assis dans la salle d'attente, alors que peut-être il a mal ou qu'il y a comme un paquet d'autres chiens qui aboient après, puis là, il est stressé. Puis là, il ne t'écoute pas, il est têtu.
Ouais. Ben ça, la mémoire de travail. Ben, c'est ça, la mémoire de travail aussi est affectée beaucoup par le stress. Tu sais, si ben oui. tu te pointes la tête avec un fusil, puis je te dis, c'est quoi ton numéro de téléphone? Je t'informe que tu t'en rappelles plus. Ah, ok. Je ne sais pas, pipi nerveux. Tu ne sois pas capable de rendre. Fait que si moi, j'ai l'impression que j'ai un gun sur la tempe, parce que mon chien est plus stressé ou est anxieux ou est dans une situation qui est nouvelle, imprévisible, c'est normal qu'il ne soit pas capable de rappeler, comme quand elle dit assis, c'est quoi déjà? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc, ça se peut très bien, puis c'est souvent ça qu'on voit dans des chiens qui sont un petit peu plus nerveux, sensibles, ou dans des contextes qui sont, je veux dire, même mon chien qui est super entraîné, si je vais sur le milieu de l'autoroute 40 puis je lui demande un ATS, ça ne marchera pas. Mais c'est ça. Puis, moi, la leçon que les gens devraient tirer de là, c'est pas des ordres que vous lui donnez à votre animal. Il n'est pas obligé de vous écouter au doigt à l'œil parce que vous le dites. Il ne fait rien pour vos beaux yeux dans les faits. Il le fait parce que ça lui tente. Il y a une gratification qui vient de son côté, qui conçoit. Peut-être qu'il a envie de se faire flatter par vous, puis il fait comme « Ah oui, pour ça, une flatte, je suis d'accord de le faire. » Puis ça, je trouve que ça permet d'avoir une bonne relation basée sur le respect. Votre animal, il n'est pas... C'est pas un petit robot qui est supposé exécuter des choses. C'est un individu à part entière qui réfléchit, qui prend des décisions basées sur ce qu'il y a comme information. Fait que si vous retenez ça là, de la capsule d'aujourd'hui, vous allez regarder votre animal différemment, puis vous allez avoir des interactions avec lui beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus plaisantes aussi. Tu sais, quand il ne vous écoutera pas, l'animal, au lieu d'avoir tout de suite le « Ah, maudit, il était dessus, puis là, je l'aime pas, il fait exprès pour me faire chier », ça va être plutôt « Ah, c'est pas de sa faute, je vais changer mon approche, puis ça va mener beaucoup plus à un succès. » Puis tu verras pas ton animal comme, encore une fois, un désagrément. Puis ça aide beaucoup. Nous défier. Parce que des fois, on voit ça comme il veut me défier. Je pense que c'est super cool ce que tu dis parce que ça va effectivement changer le regard qu'on porte sur notre animal, de se dire je t'ai demandé un assis, parce que moi, c'est un de mes red flags aussi quand je regarde des gens en entraînement canin qui disent faites-les asseoir. Versus demande un assis. Moi, c'est deux mondes. Donc, moi, je demande un assis, tu ne veux pas le faire, je vais faire comme est-ce qu'il est bien entraîné? Est-ce que c'est trop stressant? Est-ce que mes valeurs de gâterie pendant que j'apprends le comportement sont adéquates? Est-ce qu'il y a mal? Est-ce qu'il y a mal aux pattes? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Si tu l'asphaltes puis il fait 40 degrés dehors. Donc, de faire comme oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas à ce moment-ci? Puis de dire, puis ça se peut qu'il n'ait juste pas envie de s'asseoir, il fait comme je le sens pas. Puis faire comme ben, OK. Puis là, tu peux te poser même la question, est-ce que c'est essentiel qu'il s'assoie? Là, dans le contexte où tu es, regarde, s'il peut rester debout, c'est pas grave. Ben, si c'est un contexte d'urgence, sors l'argent. Ben oui. Puis là, on est là avec les bonbons et tout, tout le temps, là, mais on s'entend qu'en apprentissage, il devrait y avoir comme tout le temps des renforcements qui sont donnés. Après ça, quand le comportement est solide, on peut faire une fois oui, après ça, l'autre fois non, après ça, les deux autres oui, tu as des gâteries. Donc, alterner ça pour que le comportement il soit solide. Fait qu'on ne dit pas que quand il va avoir 10 ans, on va être obligé de donner une gâterie de 20 $ à notre chien pour un assis, tu sais. Exact. Tu veux juste qu'il l'espère. Oui, c'est tellement fun habituellement quand je m'assois. Les statistiques liées au assis sont quand même vraiment cool. Fait que ça, c'était pour le têtu. Super intéressant. Avais-tu d'autres étiquettes qui te viennent en tête? Ben non, tu sais, ça ressemble beaucoup à têtu, tu sais, il est paresseux, ce chien-là est fou. Mais, toi, t'en as d'autres? Ça dit quelque chose? Ben, moi, il sait que c'est pas correct. Celui-là, je l'entends souvent. Ah, ouais, c'est ça. Ça, c'est le côté un peu de... Il connaît les lois, il connaît les règles, puis il les ignore volontairement. Là, ça revient un peu à têtu, mais là, c'est plus par rapport à des principes. Puis ça, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est facile à argumenter sur le sait-il vraiment? Oui, comme le classique, le comptoir. Le chat sur le comptoir. Ah ouais, le chat sur le comptoir. Il le fait pas quand je suis là, fait qu'il sait. Il sait qu'il n'a pas le droit. Pas correct. Il sait qu'il n'a pas le droit. Ou même le chien qui n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Genre, il sait qu'il n'a pas le droit d'y aller
parce que, tu sais, je lui ai interdit, quand il le faisait, je le chicanais ou je le prenais ailleurs, puis whatever. Ou il sait qu'il n'a pas le droit de faire pipi dans la maison, ou il sait que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Tu sais, il le sait. Ouais. Je trouve qu'on assume beaucoup de choses. Oui. Tu sais, je sais que nul ne doit ignorer la loi, là. Mais combien de personnes, ils ont ignoré la loi dans leur vie ou vraiment, ils ne la savaient pas. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit, je ne savais pas que c'était pas correct. Puis là, vous êtes un humain, là. Qui fait des stops de 3 secondes? C'est ça. Ben, voilà. Ça, c'est un bon exemple. Puis qui n'a jamais dépassé la limite de vitesse? OK? Bon, moi, j'ai mangé un ticket une fois, puis c'est fini. Mais toi, tu le sais, dans ce contexte-là, tu le sais parce que tu comprends le concept de loi, de bien, de mal et tout. Là. Mais l'animal, s'il veut quelque chose qu'il y a dans la cuisine, ce qu'il se dit, c'est comment je fais pour avoir la chose dans la cuisine? Ben, tu vois, l'humain, là, on comprend peut-être le principe de loi puis tout, mais nos actions, nos comportements vont quand même dépendre de nos motivations. Si je suis pressé, je suis en retard à la job, je vais peut-être accélérer un petit peu plus puis rouler au-dessus de la limite de vitesse, peut-être cette fois-là. Parce que là, le risque de manger un ticket est quand même faible, parce que je passe souvent sur cette route-là puis je ne vois jamais de police. Mais là, le gain d'arriver à l'heure puis pas me faire taper dessus, genre, ben, peut-être qu'il est plus grand que, puis là, ben, c'est ça qui va justifier que cette fois-là, je vais dépasser à là. Fait que mon point est le suivant. Même si toi, humain, tu sais que tu n'as pas le droit de faire telle affaire, tu connais les lois, ben tabarnouche, il y a une couple de fois où est-ce que tu vas l'ignorer volontairement. Fait que là, ton animal, s'il fait régulièrement, il enfreint la loi, ben, il sait que c'est pas correct. Ouais, puis c'est pas une excuse, même pour toi, c'en est pas une. Fait même à ce niveau-là, qui n'est pas la réalité. Exact. Ça ne devient pas une excuse. Exact. Mais là, parlons de la réalité. Est-ce que vraiment vous vous êtes tous assis avec votre animal? Encore une fois, présentation orale, vous avez dit, bon, là, voici les règles de la famille Tremblay. Dans cette maison, montez sur le comptoir, tu n'as pas le droit de le faire. Non, il n'y a personne qui sont capables de transmettre ça comme information à leur animal. Vous êtes capable, par contre, de l'informer que si tu es sur le comptoir, puis que je suis là, puis que je te pogne, tu vas te faire pouiche-pouiter avec de l'eau, un petit vaporisateur. Qui n'est pas recommandé, là, mais qui n'est pas recommandé. C'est pas recommandé pour la simple et bonne raison que, ben, au même titre que je vous apprends au niveau de la loi que si je suis une police, puis que je te vois dépasser une limite de vitesse alors que je fais du radar, je vais te donner un ticket avec un push-push d'eau qui va te coûter entre 200 et 500 $. Ce que ça va faire comme effet, c'est que dans cette section d'autoroute-là, où est-ce que je t'ai pincé, tu vas ralentir pour les prochaines semaines, mois, probablement. Pour regarder, voir s'il y a des polices. Parce que c'est là que je t'ai pincé. C'est pas ailleurs, c'est là. Fait que, t'apprends de manière très contextualisée. Puis, ce qui était drôle, c'est que j'avais déjà vu à Montréal, proche de la sortie Atwater sur l'autoroute 10, à un moment donné, il y avait un photoradar qui était là. Puis là, il y a eu des gros travaux, puis là, il n'est plus là, le photoradar. Mais ce qui se passait, c'est que tout le monde roulait genre 100 km/h quand il sortait de des carrés puis il embarquait sur cette autoroute-là. Puis, dans la section où est-ce que le radar, il y avait comme le rayon d'action, tout le monde ralentissait genre à 70, mais de manière très dangereuse. Genre, dernière minute, tout le monde s'est créé break, là, bande de champions. Puis, bien entendu, dès qu'ils sont sortis de la zone, ça réaccélère à 100 km/h. Fait que le photoradar, 100% d'efficacité. Par contre, dans un petit rayon d'action. C'est drôle parce que ça fait la même chose que donner un cue quand on pense à ça. Donc, c'est vraiment une contingence. Donc, on a déjà parlé, est-ce que ça serait une bonne idée de donner le cue à son animal, de dire « prends la gâterie doucement ». C'est pas quelque chose que tu veux mettre sur cue. Donc, quand on fait des photoradars ou des choses comme ça, ben, on crée un cue pour c'est quelque chose de super précis et ou même pas. En fait, le message, c'est quand je suis là, quand tu vois la police ralentie, donc quand ma main est dans la cuisine, là, va pas sur le comptoir. Mais l'envie de l'animal, c'est se dire, de le gâter sur le comptoir, comment j'y parviens? Quand j'ai mis les pattes, ça n'a pas marché. Peut-être qu'en sautant dessus, ça peut marcher. Peut-être qu'en montant. Donc, il se dit pas, c'est mal de le faire. Il dit, cette technique-là ne fonctionne pas. Ou ça mène à un résultat désagréable. Fait que je vais éviter cette approche-là, mais je veux quand même la bouffe qui traîne dans ton lavabo ou le poulet qui traîne sur le comptoir. J'ai mille et une autres possibilités pour essayer de monter et aller le chercher.
Puis là, ben, surtout que ça ne marche pas de montrer par punition parce qu'il faudrait punir toutes les façons. Donc, on va lui montrer la façon de faire. Quand tu vois du poulet, fais un assis, puis je te donne quelque chose. Puis là, moi, ma comparaison avec le photoradar puis la police, c'est que dans la vraie vie, avec votre chat, puis le comptoir, puis le push-push d'eau, vous êtes la police, vous êtes le donneur d'étiquette. Vous n'êtes pas un photoradar. Votre animal va donc respecter la limite de vitesse de ne pas aller sur le comptoir seulement quand vous êtes là puis vous faites du radar. Quand vous ne serez pas là, quand vous allez revenir dans la maison, il y a des bonnes chances que le poulet qui traînait sur le comptoir, il y a des bouchées dessus ou qu'il ne soit plus là, ou que vous arriviez puis là, le chat, il va descendre précipitamment, au même titre que quand tu vas à la police, tu breaks précipitamment. Hein? Parce que... Watch out la journée qui va monter, que vous allez être là, mais ça ne vous tente pas vous lever du sofa. Ouais, là, il va faire « Oh my God! » Fait que des fois, je peux. Des fois, je peux. Ça va être un comportement qui ne partira jamais. Et voilà. Fait que ça ne marche pas la réprimande. Puis si je veux mener l'analogie à une coche de plus, ben, tu sais, la police, c'est des humains, OK? Super gentils, des bonnes personnes qui ont dévoué leur vie à se caser le cul, de s'assurer de la protection du monde, puis quitte à mettre leur vie en péril. C'est des très, très bonnes personnes. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, conducteur automobile, c'est des donneurs d'étiquette qu'on les aime pas tant. OK? Fait que... Votre relation avec votre animal. Voilà! Vous ne voulez pas que votre chat vous voit comme un bœuf, hein, comme un donneur d'étiquette. Vous voulez pas être cette personne-là. Vous voulez qu'il vous aime, Caroline. Vous voulez qu'il ait confiance en vous puis qu'il ne vous voit pas comme quelqu'un qui peut être bien désagréable avec lui des fois. Tout à fait. C'est un bon exemple. J'aime ça beaucoup. Mettons qu'on clorerait ça. J'ai l'impression qu'on a parlé des différentes étiquettes, mais on ne les a pas toutes nommées. Ben non, puis on a expliqué un peu pourquoi il fallait se tenir loin, en fait, puis nommer plus. Donc, Francis nous a donné... Décrire le comportement. Qu'est-ce qu'il fait au lieu de qu'est-ce qu'il est. Donc, changer notre verbe, principalement. Puis ça allait nécessairement changer notre vision qu'on a de notre animal quand il coopère ou qu'il ne coopère pas, pour se questionner pourquoi. Puis, j'aimerais ça ramener le fait qu'en faisant ça, maintenant, on se met en position de faire partie de la solution. Voilà. On ne s'exclut pas de la solution en disant « il est comme ça ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça fonctionne mieux? Donc, pour ça, pour nous, c'est un peu le point central de cette théorie-là, c'est travailler avec notre animal pour que ça aille mieux. Puis chercher à comprendre pourquoi il n'agit pas comme on le voudrait, plutôt que de le blâmer, lui dire c'est de sa faute parce qu'il ne veut pas, il a une mauvaise foi, il était dessus. Ça vous amène à être un petit peu plus empathique, plus respectueux, puis d'avoir vraiment une meilleure relation avec votre animal. Il ne sera plus aussi désagréable. En tout cas, vous ne le percevrez pas aussi souvent comme étant de la confrontation, comme faisant exprès, comme lui vous manquant de respect. Puis ça te rend la vie bien légère, puis une relation bien jolie. On ajuste nos attentes aussi. C'est des individus, les animaux. Donc, on peut ajuster nos attentes envers leurs caractéristiques personnelles. Lui, il a un peu mal aux hanches. Peut-être que je lui demanderais plus de s'asseoir. Donc, d'être un petit peu plus sensible à l'individu, plus qu'à il faut qu'il m'écoute, puis si ça ne se passe pas, ben, j'ai rien à faire, il est comme ça. Yeah. Hey, c'est une belle conclusion. Merci, Laurence, pour le bel échange. C'est sûr que d'autres étiquettes, moi, je vois qu'il y a les émotions, il est jaloux, puis il se sent coupable, que j'aurais pu continuer plus loin avec mon analogie de police, là, mais je pense que ça va être le fruit d'une autre chronique. Il y a beaucoup de fruits pour plusieurs autres émissions. Oui. Donc, merci beaucoup pour le bel échange. Encore une fois, je vous invite tout le monde à partager cet épisode-là. Vraiment beaucoup. Celle-là, j'insiste particulièrement parce que j'aimerais donc ça que les gens l'entendent. Ça égayerait leur relation avec les animaux, comme on vient de dire. Facilement, en plus. Tellement. Ils ont juste à en écouter 1 heure, puis pif, pouf, pouf, c'est fini. Parce qu'on est très convaincant, c'est clair. Pardon. Bref, puis commentez s'il y a des questions qui ressortent de votre écoute. N'hésitez pas à nous les partager, à l'écrire. Puis suivez-nous, suivez notre page sur Facebook. Puis on va pouvoir vous tenir au courant sur les prochains épisodes, les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Et on est toujours aussi à la recherche d'invités parfois. Fait que si vous êtes un professionnel dans le domaine, puis vous voudriez qu'on aille plus profondément sur un sujet qui vous passionne ou dont vous êtes particulièrement expert, faites-nous signe, ça va nous faire tellement, tellement plaisir. Tout à fait. Bon, merci encore d'avoir été avec nous. Puis on se revoit bientôt. À bientôt! Bye! Bye!